Et si, en l'espace de 10 secondes, votre cœur décidait d'arrêter, sans prévenir? Pas de sirène, pas d'alerte, juste un silence lourd et une sensation étrange qui monte. Que feriez-vous? Ce que vous apprendrez ici pourrait être la seule raison pour laquelle vous verrez demain. Je n'oublierai jamais ce moment. C'était un après-midi d'automne, à Paris. Le soleil descendait lentement, la lumière dorée passait à travers les rideaux et tout semblait paisible. Jusqu'à cette sensation étrange, presque imperceptible au début. Pas une douleur fulgurante comme dans les films. Non, c'était comme si quelqu'un posait une main invisible sur ma poitrine et serrait doucement mais sûrement. Une pression lourde, un poids qui n'avait rien à faire là. J'ai pris une inspiration profonde, pensant que ce n'était rien, peut-être un reste de déjeuner qui passait mal. Mais plus je respirais, plus cette lourdeur me suivait, comme une ombre collée à moi. Vous savez ce qui est le plus effrayant? C'est pas la douleur, c'est le silence. Le silence de votre corps quand il vous prévient que quelque chose cloche mais que vous n'écoutez pas. Ce n'était pas un cri, pas une alarme, c'était un murmure, et j'étais à deux doigts de l'ignorer. Je me suis souvenu de mon oncle Henri. Il y a 3 ans, il avait ressenti cette même oppression. Il avait haussé les épaules, s'était servi un café, puis était allé s'allonger. 1 heure plus tard, il était parti. Personne n'avait eu le temps de venir, personne pour lui tenir la main. Cette image m'a glacé le sang. En France, nous avons tendance à tout expliquer par la fatigue, le stress ou un petit coup de vieux. On se dit que ça va passer, on se dit que ça va passer, on prend un cachet pour l'estomac, on change de position dans le fauteuil, et pendant ce temps-là, le cœur, lui, se bat pour sa survie. Les minutes passent, le muscle s'abîme et vous ne le sentez même pas. Ce jour-là, j'étais seul chez moi, mon téléphone sur la table, ma respiration de plus en plus courte, et une pensée m'a traversé l'esprit. Et si c'était ça? Et si ce moment-là, c'était celui dont on ne revient pas? Cette idée a frappé comme un éclair. J'ai senti une goutte de sueur froide glisser le long de ma tempe et j'ai compris que j'étais à la croisée des chemins. Soit j'agissais tout de suite, soit j'attendais et je ne reverrai jamais le soleil se coucher. C'est là que tout devient clair. C'est pas un simple malaise, pas une indigestion, c'est pas un petit rhume ou un coup de fatigue, c'est le corps qui vous implore d'agir. Et croyez-moi, cette lucidité-là, elle est brutale. Vous vous demandez si vous exagérez, si vous allez déranger le SAMU pour rien, mais il vaut 1000 fois mieux avoir tort dans ce sens-là que de ne pas appeler à temps. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. La plupart des infarctus chez les personnes âgées ne commencent pas comme on le voit dans les films avec quelqu'un qui s'effondre en hurlant. Non, ça commence dans le calme, avec une sensation étrange, insidieuse. Et c'est précisément ce calme qui tue, parce qu'il vous endort, il vous rassure à tort. C'est le serpent qui s'enroule autour de vous sans que vous le remarquiez, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce que j'ai ressenti ce jour-là, c'était plus qu'une douleur physique. C'était comme si mon corps m'envoyait un message codé et j'avais quelques minutes pour le déchiffrer. Mon cœur battait, mais chaque pulsation semblait un peu plus lourde, un peu plus lente. Mes bras paraissaient plus faibles, mes mains plus froides, et quelque chose dans ma tête me disait: «Ne reste pas assis, ne ferme pas les yeux, pas maintenant». Alors, je me suis levé, pas pour prendre un verre d'eau, pas pour aller chercher un coussin. Je me suis levé pour sauver ma peau. La première chose que j'ai faite, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 15. C'est simple, rapide, mais c'est là que beaucoup échouent. Ils hésitent. Et chaque hésitation est une minute de plus offerte à la mort. En racontant cela, je veux que vous soyez prêts. Que lorsque ce moment arrivera, et je vous souhaite qu'il n'arrive jamais, vous puissiez reconnaître les signes dès la première seconde. La lourdeur dans la poitrine, la sueur froide, le souffle court, cette étrange fatigue qui ne ressemble à aucune autre, ce sont vos signaux d'alarme. Et ignorer ces signaux, c'est comme fermer les yeux devant un feu qui prend dans votre maison. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire que la vie ne tient parfois qu'à une réaction rapide. Le plus grand danger n'est pas l'infarctus lui-même, c'est votre propre capacité à le nier. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez changer dès maintenant, juste en apprenant à écouter ce que votre corps vous dit. Si vous voulez connaître les gestes simples, concrets, qui peuvent prolonger vos minutes précieuses,
et même vous sauver la vie, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pourriez découvrir quelque chose qui, un jour, fera toute la différence. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à produire ces vidéos qui peuvent littéralement sauver des vies. Et maintenant, je vous pose une question. Si vous ressentiez une lourdeur soudaine dans la poitrine et un souffle court, que feriez-vous? A. J'attends de voir si ça passe. Peut-être que ce n'est rien. B. J'appelle immédiatement le 15 et je traite la situation comme une urgence. Écrivez A ou B dans les commentaires. Votre réponse pourrait bien révéler si un jour vous vous sauveriez vous-même. Je me souviens encore du moment où tout aurait pu basculer. Après cet appel au 15, il n'a fallu que quelques secondes pour que mon corps me fasse comprendre que je n'avais plus tout à fait le contrôle. Une étrange sensation est montée de ma poitrine vers ma tête, comme une vague tiède qui, au lieu de me réchauffer, me tirait doucement vers l'obscurité. Ma vue s'est troublée, les couleurs semblaient se décolorer et chaque battement de mon cœur résonnait comme un coup de tambour irrégulier, parfois trop rapide, parfois comme s'il manquait un battement. C'est à ce moment-là qu'un souvenir précis m'est revenu, un fragment de conversation lors d'un atelier santé organisé dans ma mairie. Un médecin, la soixantaine, nous avait parlé d'une technique étrange que peu de gens connaissent, la toux volontaire, profonde et répétée. Il avait dit que dans certaines situations critiques, comme un trouble soudain du rythme cardiaque, ce geste pouvait maintenir le flux sanguin vers le cerveau et donner de précieuses secondes avant que les secours arrivent. À l'époque, j'avais trouvé ça curieux, presque improbable. Mais là, dans mon salon, seul, ce souvenir est devenu une bouée de sauvetage. Je me suis redressé autant que possible et j'ai pris une inspiration profonde. Puis j'ai toussé. Pas une toux discrète comme lorsqu'on veut s'éclaircir la gorge, non. Une toux qui part du ventre, qui secoue la cage thoracique, qui vide presque tout l'air de vos poumons. J'ai senti la contraction violente de mes muscles thoraciques et immédiatement après un léger mieux, comme si le brouillard dans ma tête reculait d'un pas. Alors j'ai recommencé. Inspirez profondément. Toussez fort. Inspirez, toussez. Encore, encore, encore. Chaque toux résonnait dans ma poitrine comme un coup de marteau. Je sentais que cela faisait travailler mon cœur, mais pas dans le mauvais sens. C'était comme si je lui donnais un coup de main pour faire circuler le sang, comme si je lui prêtais mes muscles pour le soutenir dans son effort. La chaleur revenait un peu dans mes mains, ma vision restait suffisamment nette pour que je garde mes repères. Ah, je savais que si je m'arrêtais, si je me laissais glisser dans cette torpeur qui m'appelait, je risquais de ne pas me relever. J'ai pensé à Marie, une amie rencontrée justement lors de cet atelier santé. Elle m'avait raconté un jour qu'un soir, seule dans son appartement à Lyon, elle avait ressenti des vertiges soudains et une sueur froide. Son instinct lui disait de s'asseoir, de fermer les yeux. Mais elle avait repensé à ce même conseil. Toussez fort, encore et encore. Elle m'avait décrit comment, pendant de longues secondes, elle avait eu l'impression de lutter contre une force invisible qui voulait l'endormir. Grâce à ses tout-puissantes, elle avait tenu assez longtemps pour attraper son téléphone, composer le numéro d'urgence et même aller déverrouiller sa porte. Les pompiers lui avaient confié plus tard que ce réflexe avait probablement évité qu'elle s'effondre avant leur arrivée. Ce geste paraît simple, presque trop simple. Pourtant, il a une logique implacable. Quand le cœur ne bat plus régulièrement ou qu'il bat trop faiblement, la pression sanguine chute et l'oxygène n'atteint plus correctement le cerveau. La contraction puissante de la cage thoracique, provoquée par une toux profonde, agit comme une pompe manuelle qui pousse le sang hors du cœur et maintient un minimum de circulation. C'est un sursis, une passerelle entre le moment où le problème survient et celui où les secours peuvent intervenir. Je savais que ce n'était pas un remède. La toux ne répare pas le cœur, elle ne débloque pas une artère, elle ne remplace pas un défibrillateur. Mais elle vous maintient debout, conscient et surtout capable d'agir. Tant que je restais conscient, je pouvais parler au régulateur du SAMU, expliquer mon état, suivre leurs instructions. Tant que je restais conscient, je pouvais faire autre chose pour augmenter mes chances, comme ouvrir la porte ou préparer mon aspirine. Ce que je ressentais, c'était une étrange alternance entre la peur pure
et la concentration absolue. Chaque cycle inspiré-toussé devenait presque un rythme de survie. Je me donnais des ordres dans ma tête. Encore une, ne t'arrête pas. J'imaginais chaque tout comme un coup de rame dans une mer agitée, m'empêchant de dériver trop loin du rivage. À un moment, j'ai senti que mes muscles commençaient à fatiguer. La tentation de m'arrêter était là, comme un murmure. Ce n'est pas grave, repose-toi un instant. Mais je savais que céder à cette voix, c'était prendre le risque de ne plus jamais rouvrir les yeux. Alors, j'ai trouvé un autre moteur, la pensée des gens que j'aime, les visages de ma famille, de mes amis, de ceux qui compteraient sur moi demain, s'ils avaient encore un demain avec moi. Cette pensée a transformé ma peur en obstination. Il y avait aussi une forme de lucidité étrange. J'étais conscient que, si quelqu'un m'avait vu à ce moment-là, il aurait pu penser que j'étais en train de lutter contre un malaise passager. Mais moi, je savais que c'était une bataille silencieuse contre l'irrémédiable. Et je savais que chaque tout était un pari gagné contre la montre. J'ai continué jusqu'à entendre au loin le bruit familier mais rassurant d'une sirène. C'était comme si chaque note de ce son venait me dire « Tiens bon, encore un peu ». Et j'ai tenu. Et j'ai tenu. Quand les pompiers sont entrés, j'étais essoufflé, en sueur, mais toujours conscient. Et ce détail, rester conscient, leur a permis de m'installer rapidement, de poser les bons gestes, sans perdre de temps à deviner ce qui s'était passé. Depuis ce jour, je parle de cette technique à tous ceux qui veulent bien m'écouter. Pas pour leur faire peur, mais pour qu'ils aient une arme de plus dans leur arsenal de survie. Parce que dans certaines situations, on n'a pas d'être médecin, ni d'avoir un équipement sophistiqué. On a juste besoin de savoir quoi faire là, maintenant, avec ce que l'on a, son corps, sa respiration, sa volonté. Et si jamais un jour vous sentez cette vague étrange qui monte, ce vertige qui vous tire vers le bas, souvenez-vous de moi là dans mon salon, toussant encore et encore comme si ma vie en dépendait, parce qu'elle en dépendait vraiment. Quand on parle d'une crise cardiaque, tout le monde pense d'abord aux gestes médicaux, aux comprimés, aux machines qui bipent dans un hôpital, mais très peu de gens pensent à une chose aussi simple que la porte d'entrée. Moi non plus avant ce jour-là. Pourtant, j'ai appris dans ma propre chair qu'une poignée tournée au bon moment peut valoir autant qu'un traitement administré à temps. Après avoir senti les symptômes s'intensifier, j'avais déjà prévenu le SAMU. La régulatrice m'avait demandé de rester en ligne, de lui décrire chaque sensation, chaque changement. Je lui ai obéi. Mais à un moment, entre deux phrases, j'ai entendu sa voix se faire plus ferme. Monsieur, si vous le pouvez, ouvrez votre porte d'entrée tout de suite. J'ai eu un temps d'arrêt. Ouvrir la porte, ce n'était pas ce à quoi je pensais à cet instant. J'étais concentré sur ma respiration, sur le battement irrégulier de mon cœur, sur la douleur sourde dans ma poitrine. Et pourtant, ces quelques mots ont réveillé quelque chose en moi. La compréhension que chaque seconde gagnée à leur arrivée pourrait être une seconde de plus pour moi. J'ai pensé à la configuration de mon immeuble, à cette lourde porte en bois massif qui ne cède pas facilement. J'ai imaginé les pompiers frappant, puis devant appeler un collègue avec un bélier pour la forcer. 5 minutes de perdu, peut-être plus. 5 minutes pendant lesquelles mon cœur, déjà en difficulté, aurait pu lâcher complètement. Cette vision m'a donné un coup d'adrénaline. Je me suis levé, lentement mais avec détermination, comme si chaque geste avait un poids. Mes jambes tremblaient, mais je savais que c'était maintenant ou jamais. Traverser le couloir m'a paru interminable. J'entendais ma respiration courte, mais pas hésitant sur le parquet. Mais chaque pas me rapprochait de la possibilité de vivre encore. Quand j'ai enfin atteint la porte, ma main tremblait tellement que j'ai eu du mal à tourner la clé. Ce simple cliquetis métallique m'a semblé être un son de victoire. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour qu'il puisse entrer sans difficulté. Puis je suis revenu m'asseoir, le souffle haletant, mais avec une étrange sensation de soulagement. J'avais préparé le terrain pour leur arrivée. Ce n'est qu'après coup que j'ai vraiment compris l'importance de ce geste. Un pompier m'a confié plus tard que, dans de nombreux cas, ils perdent un temps précieux à entrer dans les habitations. Parfois, ils doivent briser des serrures, forcer des fenêtres, et pendant ce temps-là, la personne à l'intérieur s'enfonce dans l'inconscience, voire pire. Il m'a dit,
Ce que vous avez fait, monsieur, c'est nous offrir un raccourci vers vous. Sans ça, nous serions peut-être arrivés trop tard. Ces mots m'ont marqué. Ils m'ont fait réaliser que l'on sous-estime souvent les actions les plus simples. Depuis ce jour, je réfléchis à toutes les situations où un accès rapide peut faire la différence. Dans les villages, certains laissent toujours la porte non verrouillée la journée. Mais dans les villes, et surtout dans les grands immeubles parisiens, la sécurité pousse chacun à se barricader derrière des portes blindées. C'est compréhensible. Mais en cas d'urgence médicale, cette sécurité peut se transformer en obstacle mortel. Il faut donc trouver l'équilibre. Se protéger, oui, mais prévoir un moyen d'accès rapide pour les secours. J'ai depuis mis en place un petit boîtier à clé fixé discrètement près de ma porte, avec un code que seuls mes proches et 2 voisins de confiance connaissent. Ce système est courant dans certaines résidences seniors, mais je pense qu'il devrait l'être partout. J'ai aussi expliqué à mes amis et à ma famille que si un jour ils sentent quelque chose de grave arriver, ils doivent penser à ce geste. Même si cela paraît contre-intuitif dans le chaos du moment, il faut l'ancrer dans la mémoire comme un réflexe. Ce que j'ai ressenti en ouvrant cette porte ce jour-là, ce n'était pas seulement l'effort physique, c'était une forme de choix. Le choix de me battre non seulement avec mon corps, mais aussi avec ma tête. Parce que dans une urgence, il ne s'agit pas seulement de survivre à la douleur, il s'agit aussi de préparer le terrain pour que d'autres puissent vous aider. Et c'est peut-être ça, le vrai courage dans ces moments. Faire de la place à la vie, littéralement. Je me souviens qu'en attendant les secours, assis près de cette porte entr'ouverte, j'entendais les bruits de l'immeuble. Des pas dans l'escalier, des voix lointaines. Chaque son me rapprochait de l'instant où ils arriveraient. Et quand j'ai enfin vu l'uniforme rouge des pompiers passer le seuil, j'ai senti une vague de soulagement me traverser. Ils n'avaient pas eu à forcer quoi que ce soit. Pas de perte de temps. Ils étaient là, autour de moi, déjà à l'œuvre. Si je vous raconte cela, ce n'est pas pour en faire un détail anecdotique, c'est pour que vous le graviez dans votre esprit. Un jour, si jamais vous sentez ce poids dans la poitrine, cette urgence sourde, et que vous êtes seul, souvenez-vous, votre téléphone et votre porte sont vos 2 alliés. L'un appelle Allah, aide, l'autre la laisse entrer, et l'un sans l'autre ne suffit pas. J'ai compris que la survie n'est pas seulement une affaire de gestes médicaux, c'est aussi une question de logistique, d'anticipation, de petites décisions qui changent tout. Ouvrir cette porte m'a coûté un effort immense ce jour-là. Mais cet effort, je l'aurais payé 1000 fois s'il avait fallu, parce que c'est lui qui m'a permis d'entendre, quelques minutes plus tard, ces mots rassurants. On s'occupe de vous, ça va aller. Et croyez-moi, dans ces instants où tout vacille, il n'y a pas de phrase plus précieuse au monde. Ce qui m'a frappé après avoir ouvert la porte, c'est à quel point chaque seconde semblait compter double. Mon cœur battait toujours irrégulièrement, la douleur à la poitrine restait là, comme un poids oppressant. Je savais que les secours étaient en route, mais je savais aussi qu'entre maintenant et leur arrivée, il pouvait se passer quelque chose d'irréversible. C'est alors qu'une pensée m'a traversé l'esprit, claire comme un éclat de lumière dans la brume. L'aspirine. J'avais entendu parler de ce geste des dizaines de fois, sans jamais vraiment lui donner toute son importance. Dans les brochures de mon médecin, dans quelques émissions santé à la télévision, on répétait qu'en cas de suspicion d'infarctus, mâcher immédiatement un comprimé d'aspirine pouvait faire la différence. Mais je dois avouer qu'avant ce jour-là, je n'y voyais qu'un conseil de plus parmi tant d'autres. Et pourtant, dans ce moment précis, je savais que ce n'était pas un détail. Je me suis souvenu des explications d'un cardiologue rencontré lors d'un bilan médical. Il m'avait parlé des caillots de sang qui bloquent les artères coronaires pendant une crise cardiaque. L'aspirine, m'avait-il dit, ce n'est pas un remède miracle, mais c'est un frein. Elle empêche le sang de se figer encore plus, elle ralentit le processus, et parfois c'est suffisant pour maintenir le cœur en vie jusqu'à ce que l'on puisse agir à l'hôpital. Ces mots me sont revenus comme si je les avais entendus la veille. J'ai alors repensé à un geste que j'avais pris des mois plus tôt, presque machinalement. J'avais placé quelques comprimés d'aspirine non enrobés de 325 mg
dans un petit tube hermétique fixé par un aimant sur le côté de mon réfrigérateur. Je l'avais fait après avoir lu l'histoire d'une femme qui avait survécu grâce à cette préparation. À ce moment-là, je n'imaginais pas que ce petit détail deviendrait une décision vitale pour moi-même. Je me suis levé avec prudence, le souffle court, la tête légèrement lourde et j'ai marché jusqu'à la cuisine. Chaque pas me paraissait instable, mais je savais exactement où je devais aller. Mes doigts tremblaient en ouvrant le petit tube. Le comprimé blanc est tombé dans ma paume, léger, presque insignifiant. Je l'ai porté à ma bouche et je l'ai croqué. Le goût amer a envahi ma langue, un goût sec, presque désagréable. Mais à cet instant, c'était le goût de l'espoir. En mâchant, je savais que le médicament allait passer dans mon sang plus vite que si je l'avalais simplement. Le cardiologue m'avait expliqué que mâcher l'aspirine permet à ses composants d'agir en quelques minutes, alors qu'une ingestion normale prend beaucoup plus de temps. Et dans un infarctus, ce décalage peut être la frontière entre la vie et la mort. Pendant que je mâchais, j'ai pensé à Hélène, une amie de longue date qui vivait à Bordeaux. 2 ans auparavant, elle avait connu une situation similaire. Elle m'avait raconté que ce geste, pris dans le calme malgré la douleur, avait été reconnu par son médecin comme l'un des facteurs qui lui avait évité une grave insuffisance cardiaque. Elle aussi avait gardé une aspirine à portée de main et ce simple réflexe avait changé le cours de sa journée et de sa vie. Je crois que ce qui rend ce geste si important, c'est qu'il est à la fois simple et accessible. Pas besoin d'ordonnance spéciale, pas besoin de machine, pas besoin d'un savoir technique avancé. Juste un comprimé placé au bon endroit et la présence d'esprit de l'utiliser au moment critique. Mais c'est là que se cache la difficulté. Dans l'urgence, l'esprit humain est souvent embrouillé, ralenti par la peur et la douleur. Si je n'avais pas préparé cette aspirine à l'avance, si j'avais dû fouiller dans les placards, chercher dans la salle de bain, je sais que j'aurais peut-être abandonné l'idée. En revenant m'asseoir, le comprimé dissous dans ma bouche, je ressentais toujours la douleur et la pression, mais j'avais le sentiment d'avoir gagné un peu de temps. J'avais l'impression d'avoir posé un barrage même fragile sur le cours des événements. Et ce sentiment, celui de ne pas être totalement impuissant, a calmé un peu ma peur. Je savais aussi que certaines personnes ne peuvent pas prendre d'aspirine à cause d'allergies ou de problèmes médicaux. C'est pour cela que, depuis ce jour, j'encourage tout le monde à demander à leur médecin si ce geste est sûr pour eux. Parce que si c'est le cas, alors avoir ce comprimé à portée de main devient une assurance silencieuse, une promesse de quelques minutes supplémentaires pour voir arriver les secours. En attendant leur arrivée, je repensais à toutes ces fois où j'avais lu des conseils de santé sans vraiment les intégrer. Ce jour-là, je comprenais la différence entre savoir quelque chose et l'appliquer réellement. Le savoir vous donne la possibilité. L'action, elle, vous donne une chance. Quelques minutes plus tard, les pompiers étaient là. En m'installant sur le brancard, l'un d'eux a remarqué le tube vide sur la table basse. Je lui ai expliqué que j'avais pris l'aspirine. Il a hoché la tête et m'a dit: Vous avez bien fait. Ça peut changer beaucoup de choses. Ce simple commentaire a confirmé ce que je ressentais déjà. J'avais utilisé l'une des rares cartes que j'avais en main et j'avais bien joué. Depuis, je garde toujours plusieurs comprimés d'aspirine dans différents endroits dans mon portefeuille, sur ma table de nuit, dans ma voiture. Et j'en parle autour de moi, pas pour dramatiser, mais pour que chacun sache que parfois une vie tient dans la paume de la main et se joue en un geste qui ne coûte presque rien. Ce jour-là, en mâchant ce comprimé, je n'avais aucune certitude. Je ne savais pas si cela suffirait, si cela me sauverait vraiment, mais j'avais la certitude d'une chose: je ne resterai pas passif. Et c'est peut-être cela, au fond, la clé de toute survie. Ne pas attendre que les choses s'aggravent, mais faire tout ce qui est possible, tout de suite, même si c'est petit, même si c'est simple. Parce que ce sont souvent ces gestes-là qui écrivent la fin de l'histoire. Je me souviens du moment où, assis dans mon fauteuil, après avoir ouvert la porte et mâché mon comprimé d'aspirine, j'ai pris conscience d'une chose étrange. Chaque détail de mon corps me paraissait pesant, encombrant. Ma chemise me serrait la gorge, ma ceinture semblait m'étrangler à la taille, et même les plis de mon pantalon me donnaient l'impression de limiter ma respiration.
C'était subtil, mais suffisant pour accentuer cette sensation d'oppression qui, déjà, me tenait depuis plusieurs minutes. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'étais concentré sur ma respiration, sur la douleur qui venait et repartait par vagues. Mais à mesure que les secondes passaient, cette gêne est devenue impossible à ignorer. C'était comme si mes vêtements s'étaient transformés en une prison minuscule, serrant juste assez pour me rappeler que l'air avait du mal à remplir mes poumons. J'ai alors repensé à un conseil donné un jour par une infirmière lors d'une séance de rééducation cardiaque. Quand vous êtes en détresse respiratoire ou cardiaque, tout ce qui comprime votre corps est un ennemi. Libérez votre poitrine, votre cou, votre abdomen. Chaque millimètre de liberté peut compter. J'ai porté mes mains tremblantes à mon col et j'ai défait le bouton du haut. Immédiatement, un léger courant d'air a caressé ma peau, comme un signe que l'oxygène pouvait à nouveau circuler plus librement. J'ai ensuite desserré ma ceinture et j'ai senti mes poumons s'ouvrir un peu plus. Ce n'était pas spectaculaire, mais dans un moment où chaque respiration compte, c'était une victoire silencieuse. Je n'avais jamais réalisé à quel point on peut être prisonnier de ses vêtements sans s'en rendre compte. Dans la vie de tous les jours, une chemise bien ajustée ou une ceinture serrée ne pose pas de problème. Mais dans une situation où le cœur lutte pour envoyer l'oxygène dans tout le corps, le moindre obstacle devient une charge supplémentaire. Ce jour-là, j'ai compris que mon confort vestimentaire pouvait influencer directement ma capacité à rester conscient. En ajustant ma position dans le fauteuil, j'ai veillé à garder le dos droit, les épaules légèrement en arrière et les bras détendus le long du corps. Cette posture, que j'avais déjà vue dans des brochures médicales, avait pour but de libérer la cage thoracique et d'aider les poumons à se remplir plus facilement. J'ai senti que mon souffle gagnait en régularité. Certes, la douleur était toujours là, mais j'avais moins l'impression de suffoquer. Je me suis souvenu d'un vieil ami, René, ancien militaire, qui m'avait raconté comment il avait géré une crise semblable. Il avait eu le réflexe, dès les premiers signes, de retirer sa veste, de déboutonner sa chemise et de se tenir droit. Il m'avait expliqué que ce simple geste lui avait permis de rester lucide jusqu'à l'arrivée des secours. Quand on lutte pour respirer, m'avait-il dit, il faut donner à son corps le plus d'espace possible. À l'époque, j'avais trouvé ça évident. Ce jour-là, je l'ai ressenti dans ma chair. En prenant ces quelques secondes pour libérer ma respiration, je me suis aussi rendu compte que ce geste avait un autre effet. Il apaisait ma peur. La panique, je le savais, pouvait faire monter le rythme cardiaque et aggraver la situation. En relâchant physiquement les tensions, je relâchais aussi une partie de cette angoisse qui me comprimait de l'intérieur. Mon corps semblait me dire: d'accord, nous sommes toujours en difficulté, mais nous avons un peu plus de place pour nous battre. Ce geste, si simple et pourtant si efficace, m'a aussi fait réfléchir à notre rapport à la préparation. Nous passons notre vie à nous habiller pour paraître, pour nous protéger du froid ou du regard des autres, mais rarement pour être prêt à affronter l'imprévu. Depuis ce jour, je choisis mes vêtements différemment. Je privilégie les tissus souples, les cols qui ne serrent pas trop, et j'évite les ceintures rigides. Pas parce que je vis dans la peur d'une crise, mais parce que je veux que, si elle devait arriver, rien ne m'entrave dans ma lutte. Je me souviens que, pendant que j'attendais les secours, ma main est restée posée sur ma ceinture desserrée, comme pour vérifier que je pouvais respirer sans entrave. J'écoutais les bruits de l'immeuble, essayant de capter le moindre signe de leur arrivée, et chaque inspiration me semblait un peu plus libre que la précédente. Dans ces instants, on mesure la valeur de gestes qu'on aurait jugés insignifiants la veille. Lorsque les pompiers sont finalement entrés, l'un d'eux a jeté un coup d'œil rapide à ma posture et m'a dit: «Parfait, restez comme ça nous aide.» Ce commentaire m'a confirmé que je n'avais pas seulement amélioré mon confort, mais aussi facilité leur travail. En arrivant, ils n'avaient pas à me repositionner pour libérer mes voies respiratoires, ce qui leur a permis de se concentrer immédiatement sur le reste. Depuis ce jour, je raconte cette partie de mon histoire avec autant de sérieux que les autres gestes que j'ai faits, parce qu'elle illustre une vérité essentielle. Dans une crise, chaque petite décision compte. Et parfois, c'est un bouton d'effet
une ceinture desserrée, un dos redressé, qui font la différence entre s'évanouir avant l'arrivée de l'aide et rester conscient pour coopérer avec elle. En y repensant, je crois que ce moment a aussi changé ma façon de voir le mot vulnérabilité. Ce jour-là, j'étais vulnérable, oui, mais en même temps, j'avais encore un certain pouvoir sur ce qui se passait. Libérer mon corps de ses entraves physiques, c'était aussi libérer mon esprit de l'idée que je ne pouvais rien faire. C'était me rappeler que, même dans la faiblesse, on peut poser des gestes qui comptent. Et c'est peut-être ça, au fond, le fil rouge de tout ce que j'ai vécu. Il n'y a pas de geste trop petit quand il s'agit de se sauver soi-même. Certains paraissent évidents, d'autres semblent dérisoires, mais tous s'additionnent pour créer ce mince couloir vers la survie. Ce soir-là, ma chemise entr'ouverte et ma ceinture lâche faisaient partie de ce couloir, et je crois que sans lui, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour en parler. En repensant à chaque instant de cette expérience, je réalise à quel point la survie dans une situation d'urgence tient à une succession de décisions simples mais capitales. Reconnaître immédiatement les signaux faibles de mon corps, agir sans attendre, utiliser chaque outil à ma disposition, préparer le terrain pour l'arrivée des secours, et même libérer ma respiration par un geste aussi banal que desserrer une ceinture. Tout cela a formé une chaîne où chaque maillon comptait. Si l'un d'eux avait manqué, peut-être que le résultat aurait été bien différent. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que la frontière entre la vie et la mort n'est pas toujours un acte héroïque ou spectaculaire. Souvent, elle se dessine dans le calme, dans la lucidité au milieu de la peur, dans ces gestes que l'on répète presque machinalement parce qu'on les a intégrés à l'avance. C'est pourquoi la préparation n'est pas un luxe, mais une responsabilité. Avoir de l'aspirine accessible, connaître l'adresse exacte à donner au secours, expliquer à ses proches comment céder à son logement, tout cela fait partie d'une stratégie personnelle que chacun devrait mettre en place. Au-delà de l'aspect médical, cette expérience m'a rappelé la valeur de l'attention portée à soi-même. Écouter son corps, c'est plus qu'un conseil de santé. C'est un acte de respect envers sa propre vie. Nous vivons souvent en ignorant nos signaux internes, habitués à endurer une gêne ou à relativiser nos malaises. Mais en situation critique, cette habitude peut être fatale. Apprendre à reconnaître les messages que nous envoie notre corps et à y répondre immédiatement est un savoir qui dépasse largement le cadre de la crise cardiaque. La leçon que j'en retire est simple. Nous avons tous plus de pouvoir sur notre destin que nous le croyons, même dans les moments où nous nous sentons le plus vulnérables. Ce pouvoir réside dans la préparation, dans la connaissance et dans la volonté d'agir sans céder à la panique. Chacun peut appliquer cela dès aujourd'hui en observant sa propre vie. Où se trouvent vos médicaments essentiels? Vos proches savent-ils comment entrer chez vous en cas d'urgence? Savez-vous quoi dire et quoi faire si votre corps vous envoie un signal inhabituel? Ce sont des questions à régler avant que le besoin ne se fasse sentir. En appliquant ces principes au quotidien, nous ne vivons pas dans la peur, mais dans la conscience. Et cette conscience peut, un jour, offrir à nous-mêmes ou à quelqu'un que nous aimons ces précieuses minutes qui font toute la différence. Question pour vous. Si vous deviez retenir un seul geste à faire immédiatement en cas de crise cardiaque, lequel serait-il? Partagez votre réponse dans les commentaires, cela pourrait inspirer ou sauver quelqu'un un jour. Et si ce récit vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager à continuer de créer du contenu précieux qui, peut-être, sauvera une vie.